Bonjour tout le monde, 17 juin, vous écoutez Bienvenue à Montréal, un épisode de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon avec un C. Et aujourd'hui, dans cet épisode exceptionnellement mis en ligne un samedi, nous allons avoir l'opportunité de revenir sur les 3 séances d'essais libres ainsi que les qualifications qui viennent tout juste de se compléter en direct du circuit Gilles Villeneuve. Nous allons aussi mettre la table pour le Grand Prix de dimanche. Donc sans plus tarder, nous débutons avec le week-end de course. Week-end de course à Montréal, celui qu'on attend avec impatience à chaque année au Québec. Mais il n'y a pas seulement au Québec qu'on appréhende le Grand Prix du Canada. J'ai eu la chance de le constater une fois de plus que l'édition 2023 ne fait pas de différence à cet égard. Il y a des gens de partout à travers le monde qui ont accouru au parc Jean-Drapeau afin de vivre l'événement. Donc, j'ai fait la connaissance des très très belles rencontres avec des gens du Japon, de l'Inde, du Brésil, du Mexique, de la Colombie, Colombie-Britannique, de Alma, Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait des gens de Austin au Texas qui me disaient que c'était plus abordable de venir voir la course au Canada, mais non seulement plus abordable, mais trouvaient que l'événement est plus intéressant. On mange bien, on aime les festivités dans la ville. Donc, c'est tout ce qu'on m'informait lors de mes discussions que j'ai eu la chance d'avoir avec ces partisans de F1-là un peu partout à travers la planète. Donc, c'était très intéressant, comme à l'habitude, de vivre ça. Vendredi, on a eu la chance d'avoir une super belle température au courant de la journée, ce qu'on s'attendait pas. On parlait peut-être de possibilité de pluie, possibilité d'orage, une journée possiblement venteuse. Finalement, quand j'ai quitté la maison plus tôt le matin, j'étais incertain. J'avais emporté quand même des choses pour la différentes conditions météo, mais c'était un peu venteux au début, mais finalement, ça s'est éclairci aussitôt que j'ai réussi à retrouver mon banc dans l'estrade 31. Salutations à ceux qui étaient dans cette estrade-là. Une très belle place, hein, justement, proche du métro, une belle vue. On voit vraiment une Formule 1 travailler à son meilleur. On la voit arriver dans la ligne droite à toute vitesse, appliquer les freins dans la zone de freinage, discuter la chicane, ensuite regagner la vitesse pour se diriger vers l'épingle. Donc, c'est très intéressant comme endroit. Si vous n'avez jamais été dans l'estrade 31, je vous invite à vous prendre un banc l'année prochaine, en autant que vous laissez une place pour que je puisse, moi aussi, me procurer des billets dans cette estrade-là. Donc, c'est très intéressant d'être assis là. Très belle journée vendredi avec le soleil et tout ça. Jusqu'à la fin de la journée où on s'est fait tremper, mais pas à peu près. Comme la journée de samedi, là, je peux vous dire, là, je suis même pas certain que j'ai fini de sécher encore. Fait que ça, c'est juste pour vous dire ça, là. Je suis pas certain, là. T'sais, il y a tellement tombé de pluie. On s'est fait prendre en se dirigeant vers le métro. Il y a eu un véritable bouchon de circulation sur le pont de la Concorde pour regagner le métro. Parce que oui, le métro, c'est encore la meilleure façon de se rendre au parc Jean-Drapeau. Si vous avez à vous rendre là pour la journée de dimanche, je vous invite, si vous voulez pas manquer la course, prenez le métro. Il y a beaucoup de monde qui se dirige vers le circuit en métro, mais c'est la meilleure façon de se rendre là. C'est pratiquement impraticable de se rendre là en voiture. C'est plus vrai que jamais là, avec tout ce qui se passe aux alentours. Les rues sont barrées. J'entendais même Jenson Button le mentionner à la TV qui dit « J'adore Montréal. » Il dit « C'est tellement gros que les rues sont fermées tout alentour du circuit. Il y a même pas de rue qui est accessible au circuit. » Je sais pas si il savait qu'il y a des raisons de construction puis plein d'autres causes à cause de ça, que c'est pas juste à cause du Grand Prix. Ça ressemble comme ça un peu à l'année longue, mais en tout cas, lui il mentionnait que c'est tellement gros l'événement qu'il n'y a pas de rue praticable autour du Grand Prix. Ben, c'est vraiment la réalité. Si vous voulez vous rendre au circuit Gilles Villeneuve, allez-y. En gros, c'est la meilleure façon. Donc, vendredi, on a eu un petit goût des Formule 1. Ils ont sorti devant nous. On a eu la chance de les acclamer, de vivre, à entendre le son, et puis, pour un court moment, jusqu'au temps que les problèmes mécaniques de Pierre Gasly viennent stopper la séance. Et ensuite, ça a été les problèmes mécaniques de la FIA et de la Formule 1 qui sont venus stopper la séance complètement. Et puis, on a même dû la canceller, reporter ça à 16h30. On l'a jumelé à la deuxième séance. Donc, on a prolongé. Ce qu'on a fait, c'est qu'à 16h30, on a commencé ce qui nous restait de la première séance et on l'a jumelé avec la deuxième séance qui s'est terminée à l'heure qui avait été prévue. Donc, vous m'avez entendu déjà depuis le début de la saison. Je mentionne souvent que la première séance d'essai libre, on la prend
il n'y a pas grand-chose de concluant à tirer de ça. C'est plus ou moins représentatif. Donc, on la prend, on la déchire pour la mot vidange. On vire pas fou avec ça. La deuxième séance, normalement, c'est elle qu'on devrait prendre un peu plus en considération. Mais là, exceptionnellement, sur le circuit Gilles Villeneuve, avec ce qui s'est passé lors du week-end, les 3 séances ne sont pas très représentatives. On peut tirer quelques conclusions, mais c'est surtout les équipes qui ont bénéficié de ce temps-là en piste pour aller chercher des données. Je vous explique pourquoi. On a réussi à aller chercher des données dans de la pluie forte, de la pluie modérée, de la pluie faible, du soleil, de la chaleur, du temps froid, du vent, pas de vent. On a vraiment pu aller chercher des données sur toutes les conditions possibles pour la qualification de samedi et la course de dimanche. Donc ça, c'est des informations importantes pour les pilotes et pour les écuries de savoir comment la voiture répond dans ces différentes températures-là afin de choisir les réglages, mais aussi, il y a un compromis à faire. Parce que si on annonce de la pluie samedi, puis on annonce aussi du beau temps dans les épreuves, il faut être capable de construire la voiture, de mettre les réglages afin de soutirer le meilleur des deux. Donc, faire le compromis entre le sec et la pluie. La même chose pour dimanche. Si dimanche, il tombe pas de pluie, on veut être capable de se qualifier et d'avoir une bonne voiture de qualification, mais on veut aussi que la voiture, cette performance-là, soit possible de se traduire en course. Donc, à ce moment-là, c'est cette décision-là qui est à prendre. On avait toutes les informations dans les ordinateurs et dans toutes les données qu'on a recueillies. On était vraiment en mesure pour chaque écurie, de choisir ce qu'on veut faire avec notre voiture et quelle sorte de décision on est prêt à prendre pour poursuivre le week-end. Donc ça, c'est le bon côté. Pour les partisans, nous, ce que ça nous a donné, c'est qu'on a vu que les Mercedes, en fin de journée vendredi, ont été capables d'être les deux plus rapides. Donc on se dit, c'est pas complètement fini pour Mercedes. Ils sont capables d'être là lors du week-end. On a vu Max Verstappen, il était, si je m'abuse pas, 6e ou 7e avec Perez. Ça, c'est pas leur place. Là, mais là, on a vu que samedi matin, c'est devenu un peu plus représentatif. On a eu Verstappen qui a réussi à faire le meilleur temps, puis on a vu Alonso aussi qui a été capable d'avoir le deuxième meilleur temps, mais encore là, il fallait vraiment attendre les séances de qualification pour tirer une conclusion. On a eu la chance de voir aussi les différentes équipes qui nous ont présenté des améliorations. On a Aston Martin, là, on sait, on a perdu notre 2e position au classement, au championnat des constructeurs. Alonso a dit, moi, je manquerai plus un podium cette année. Il faut qu'Aston Martin réussisse à apporter des améliorations plus rapides. Eh bien, on a répondu à l'invitation du double champion du monde. On a relevé nos manches dans l'écurie de Lawrence Stroll, puis on a réussi à apporter des méga modifications à la AMR 23 pour la course au circuit Gilles Villeneuve. Écoute, on a changé le capot moteur, on a changé les pontons, on a rajouté une espèce d'aileron de requin à l'arrière de la voiture, ce qui nous rappelle un peu les anciennes monoplaces d'il y a quelques années. Mais c'est une mini aileron, mais c'est quand même, c'est inspiré de ça. On a vu plusieurs changements à la voiture. Tout ça, c'est dans le but, c'est quoi qu'on veut faire chez Aston Martin? On veut réduire la traînée. La traînée, c'est quoi? On revient à notre épisode 1, quand on a expliqué ça à F1 Podcast. Le but d'une Formule 1, bien sûr, c'est de percer le vent. On veut pas de restrictions. Là. C'est comme quand vous courez dans le vent, vous tenez une porte, mettons, puis vous essayez de courir dans le vent, ben la porte, elle va faire une restriction. Donc, si vous percez des trous dans la porte, ben ça va aider. Ou si vous réduisez la grosseur de l'objet avec quoi vous courez dans le vent, ben là, vous allez avoir moins de traînée, donc vous allez réussir à mieux percer le vent et aller plus vite. Donc, c'est un peu la même exemple qu'on vit en Formule 1. Donc, on essaie de mettre ça le plus aérodynamique possible afin de réduire la traînée. La traînée, où ce que ça affecte le plus, c'est dans la ligne droite. Parce que le vent, dans les courbes, on le veut parce que c'est ce qui nous donne de l'adhérence, c'est ce qui nous donne un appui aérodynamique. Mais dans la ligne droite, on la veut pas, cet appui-là. On veut être capable d'aller le plus vite possible et vraiment de ne pas avoir aucune restriction. Donc, Aston Martin, on n'a pas de vitesse de pointe en ligne droite. C'est ce qu'on veut faire. On veut améliorer la vitesse de pointe. Donc, à ce moment-là, on réduit la traînée. C'est ce qu'on a essayé de faire. On a vraiment apporté le plus d'éléments possibles pour réduire ça. Ça a fonctionné. On a vu les temps, surtout la vitesse de pointe, augmenter quelque peu. Et là, c'est sûr qu'on n'a pas tout vu. Là. On nous a pas tout dévoilé ce qu'on est capable d'aller chercher le maximum de la voiture. Il y a aussi les conditions qui ont penché dans la balance. Mais on voit que ces améliorations-là devraient porter fruit. On a aussi un nouveau plancher sur la voiture. Donc, on a vu déjà qu'il y a une nette amélioration. Et comme à toutes les fois que les équipes apportent un package, pour utiliser le terme anglais,
Mais à toutes les fois qu'on amène un package, eh bien, ça prend quelques courses pour l'apprivoiser et être capable d'aller chercher vraiment, d'extraire le maximum de performance de ce package-là. Donc, ce n'est que la première course, mais c'est de bon augure là, pour les voitures vertes. Mercedes, mais on continue d'apporter des éléments. On sait, dans les 2 dernières semaines, on avait apporté, les 2 derniers Grands Prix, on avait apporté beaucoup d'éléments. On avait complètement changé le concept. Donc, on a retiré des petites ailettes qui étaient devenues inutiles. Donc, en changeant le concept aérodynamique de la voiture, il y a des éléments qui ne servent plus. Donc, on s'est rendu compte que ces ailettes-là, qui étaient de chaque côté, ne faisaient que perturber, mais ne servaient plus à favoriser l'écoulement du vent vers l'aileron arrière. Donc, on les a tout simplement retirés. Ils n'apparaissent plus sur la voiture. Red Bull, on y va de façon conservateur. On a déjà beaucoup de points en banque au championnat. On a aussi Max Verstappen qui a pris une avance confortable. Donc, à ce moment-là, on dépense pas trop d'argent. On essaye de garder un peu d'argent pour le cap ou aussi de miser peut-être plus sur l'année prochaine. C'est ce que Red Bull aimerait le plus vite possible, sécuriser le championnat, autant les constructeurs que le championnat des pilotes, et pouvoir commencer à mettre l'argent en banque et dire à toute notre équipe de conception, vous commencez à vous concentrer sur 2024. Mais on continue quand même à apporter quelques améliorations. Donc, on a essayé d'apporter un peu d'appui naturel. On sait que le Grand Prix Gilles Villeneuve, on met pas d'appui sur les voitures. On veut en avoir le moins possible. Mais si on est capable d'en avoir un peu naturel dans le concept de la voiture, ça peut nous aider. C'est ce qu'on a essayé d'apporter chez Red Bull, quelques petites améliorations pour cet appui naturel-là sur le concept de la voiture. Alpine, on continue avec des grosses améliorations. On n'a pas le choix, on a de la pression chez l'écurie française, donc on a présenté quelques améliorations de plus pour compétitionner les voitures de tête et vraiment sécuriser une place à l'avant du peloton. Williams, on présente une voiture B. Qu'est-ce que c'est une voiture B dans le jargon de la Formule 1? Eh bien, c'est quand on apporte tellement de nouveaux éléments sur la voiture que c'est comme une nouvelle génération. Donc, la FW45 qu'on nous a présentée en début de saison, eh bien là, Albon a une voiture qui est tellement différente qu'on appelle ça une voiture de type B, donc une FW45B. Soyez pas surpris. Il y a seulement Albon qui l'a en fin de semaine. Donc, si vous voyez des gros écarts de temps, je sais qu'on a l'habitude quand même d'avoir un écart entre Logan Sargent et Alex Albon, mais il se pourrait qu'en fin de semaine, l'écart soit plus grand. Donc, il ne faut pas remettre en question le talent de Sargent ou l'expérience ou quoi que ce soit. Oui, il y a un accord naturel entre les deux pilotes, mais il pourrait être plus grand car c'est seulement la voiture numéro 23 de Alex Albon qui a la FW45B. Les améliorations ne sont pas arrivées encore pour la voiture de l'Américain, la voiture numéro 2 de Logan Sargent. Donc, soyez pas surpris. McLaren, on apporte aussi des améliorations. Continue, on a de la pression chez McLaren. On continue de développer, on fait des belles acquisitions à l'usine pour les prochaines saisons, mais on veut se sortir du trouble cette année. On veut être compétitif. On avait une belle course à Monaco en fin de séance. On voyait qu'on était les plus rapides en piste. On avait une belle course, des belles qualifications en Espagne. J'attends que ça se gâche pour Lando Norris. Donc, on veut essayer de poursuivre sur cette lancée-là. Donc, on apporte d'autres améliorations à la voiture. Là, les améliorations, j'essaie de vous passer ça le plus vite possible avec les détails. Mais comme je vous ai déjà dit à plusieurs semaines, on met ça sur F1 Podcast, notre page Facebook. Donc, à tous les week-ends de Grand Prix, vous pouvez aller voir notre article sur les améliorations de chaque voiture. Donc, normalement, c'est disponible le vendredi. Là, c'est apparu samedi matin. Donc, vous avez la chance d'aller lire ça et de voir tout. Et je vous invite en même temps à mettre des likes, des mentions j'aime sur nos publications. Donc, c'est le fun. Je vois, vous avez la chance de lire, mettre des commentaires. Des fois, on oublie de mettre une mention j'aime, mais ça, comment que les algorithmes de Facebook fonctionnent, c'est vraiment ça qui nous aide à grossir l'auditoire et à faire connaître F1 Podcast par plus de gens, grossir notre communauté F1. Donc, c'est très apprécié. Si vous avez le temps de laisser un petit commentaire, mais aussi de mettre une mention j'aime aux publications que vous voyez de F1 Podcast, ce serait très apprécié. Pour continuer, Alfa Romeo a aussi des améliorations pour le week-end à Montréal. L'écurie Haas aussi qui continue de n'apporter des améliorations. Ferrari, on a décidé qu'on n'apporte pas rien pour Montréal. On continue de vouloir construire et d'apprendre à apprivoiser ce qu'on a déjà apporté au Grand Prix d'Espagne il y a quelques semaines. Donc, on a décidé de favoriser la compréhension de la voiture et continuer d'extraire de la performance sur ce qu'on a apporté, le package qu'on avait présenté au Grand Prix d'Espagne. Eh bien, c'est ce qui conclut les séances d'essais libres. Nous pouvons maintenant passer aux séances de qualification.
Séance de qualification du vendredi après-midi, mais avant, je veux prendre un court instant pour saluer le groupe de personnes de l'Ontario qui étaient derrière moi lors de la séance de vendredi dans l'estrade de 31. Considérez-vous salués. J'ai eu beaucoup de plaisir avec vous, des nouveaux membres de F1 Podcast et des nouveaux auditeurs. Donc, on a partagé des très belles conversations. C'était des vrais passionnés de Formule 1 avec des allégeances différentes autant pour Aston Martin que pour Max Verstappen de Red Bull. Donc, toujours plaisant de faire des belles rencontres comme ça au circuit Gilles Villeneuve. Bon, pour la séance de qualification. Tout d'abord, bravo à Sky Sports, la chaîne britannique qui a décidé d'avoir recours à André de Grasse pour lancer les festivités du Grand Prix. Donc ça, c'est vraiment bien pensé parce que qui d'autre que l'homme le plus rapide au Canada pour se présenter l'événement de Formule 1. Donc, pour mettre une mise en situation, la chaîne Sky Sports, à tous les fois qu'on se déplace à travers le monde, on a une petite introduction au début et puis on fait souvent appel à des personnes de l'endroit ou des personnalités connues, là, dépendamment à quel endroit on se trouve. Bien, pour le Canada, on a décidé de prendre nul autre que André de Grasse. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est le sprinteur canadien, médaillé d'or aux Olympiques, sans aucun doute, l'homme le plus rapide au Canada, aussi champion du monde. Donc, c'est lui qui a lancé, quand que l'émission a commencé, bienvenue au Canada, Grand Prix de Formule 1, blablabla. C'est lui qui a fait le petit montage. J'ai trouvé ça très intéressant. C'était un très beau clin d'œil de la part de Sky Sports. Ensuite, de la pluie, pas de pluie, peut-être de la pluie, on était dans la même situation que vendredi. On a commencé ça avec une faible pluie, après ça, ça s'est intensifié. Donc, c'est venu ça est venu augmenter le coefficient de difficulté sur le circuit Gilles Villeneuve. Pour les Mercedes, c'est une mauvaise nouvelle de voir la pluie. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? Bien, je vais vous expliquer ça. C'est que maintenant, Pirelli, on a emmené des nouvelles formules pour les gommes inter et les gommes pour la pluie. Donc, à ce moment-là, ces deux types de gommes-là avec des rainures pour évacuer la pluie, c'est des nouveaux modèles qui ne nécessitent pas d'enveloppe chauffante. Donc, ce n'est pas permis de mettre une enveloppe chauffante sur ces pneus-là. C'est un peu un test qu'on est en train de faire parce qu'on sait que la Formule 1 et la FIA veut retirer ces fameuses enveloppes chauffantes-là dans les prochaines années. Pourquoi on veut faire ça? Pour enlever l'empreinte écologique et réduire l'énergie qu'on gaspille qu'on gaspille ou qu'on utilise, dépendamment du terme qu'on veut utiliser, mais qu'on prend lors d'un week-end. Donc, ça nécessite beaucoup d'électricité, ces fameuses enveloppes chauffantes-là. Donc, on veut réduire le nombre d'électricité qu'un Grand Prix de Formule 1 utilise. Alors, ça fait partie du plan pour nous emmener jusqu'à 2030. Donc, à ce moment-là, on veut bannir les enveloppes chauffantes et avoir tous les pneus qui vont se diriger en piste avec les températures ambiantes et ça va être au pilote de les monter en température. Donc, qu'on arrive sur les gommes intermédiaires ou sur les gommes pour la pluie, à ce moment-là, c'est une mauvaise nouvelle pour Mercedes parce que on sait que la W14, c'est la problématique. On a beaucoup de difficultés à monter les gommes en température. Donc, si en plus on leur retire les enveloppes chauffantes, eh bien là, à ce moment-là, il faut envoyer les voitures en piste et leur demander de faire plusieurs tours pour être capable de les monter en température suffisamment pour aller attirer beaucoup d'adhérence. C'est déjà un problème à la base avec ce type de pneus-là. Alors, en plus de retirer les enveloppes chauffantes, donc ça venait ajouter 2 fois plus de tâches aux pilotes chez Mercedes. Donc, c'était pas une bonne nouvelle pour eux de voir la pluie se pointer. Aussi, une pole position à Montréal, c'est toujours important. Selon les statistiques, depuis que le Grand Prix du Canada a lieu à Montréal, c'est environ 50% la voiture qui part en tête, c'est elle qui va remporter l'épreuve. Donc, à ce moment-là, c'était très important de remporter la pole position dans la journée de samedi. Pour les résultats de samedi, si vous avez manqué la séance de qualification, eh bien, on a eu le droit à ce qu'on s'attendait un peu plus représentatif de ce qu'on a eu depuis le début de la saison. Donc, ça s'est joué pas mal entre Max Verstappen et Fernando Alonso, mais on a eu le droit à une surprise parce que il y a eu un drapeau rouge en fin de séance en Q3, puis c'est Piastri qui a dû immobiliser sa voiture suite qu'il y a eu un contact. À ce moment-là, ce que ça a fait, c'est que ça a fait un drapeau rouge. Mais il pleuvait tellement, et puis ça allait, les conditions de la piste se détérioraient. Donc, les temps qui avaient été enregistrés au début de la Q3
eh bien, c'est devenu les temps qui allaient compter parce que c'était impossible de retourner en piste et d'être capable de faire un temps qui améliorait ce qu'on avait déjà fait. Donc, à ce moment-là, l'ordre qu'on a vu quand le drapeau rouge est apparu, on savait pas mal que ce serait l'ordre pour le Grand Prix, que ce serait plus possible pour les voitures d'améliorer. Mais la bonne nouvelle pour les grilles A, c'est que Nico Hülkenberg était en deuxième position à ce moment-là. Donc, c'est lui qui va partir derrière Max Verstappen pour la course de dimanche. Donc, Verstappen signe la pole, le numéro 1 en première position, Max Verstappen devant Nico Hülkenberg, Fernando Alonso troisième, Lewis Hamilton quatrième. Les Mercedes ont réussi à bien faire, malgré qu'on n'était pas capable d'aller chercher la température, que ça demandait beaucoup de travail. On a quand même réussi à sauver la journée puis aller chercher une bonne position. George Russell qui le suit. Là, les surprises de la journée, c'est passé. En Q1, on a Gasly qui se fait sortir, mais pourquoi il se fait sortir? Parce que Carlos Sainz l'a bloqué d'une façon complètement dangereuse. On peut vraiment dire que c'était une conduite dangereuse de Carlos Sainz. Il est dans la grande ligne droite. Les voitures arrivent à plus de 300 km à l'heure. Puis monsieur, il décide de, encore une fois, avec une mauvaise communication de Ferrari. Mais là, je suis obligé d'y mettre le tort à Carlos Sainz aussi parce que tu es dans la grande ligne droite. Même si ton écurie ne dit pas que quelqu'un s'en vient, les voitures, tu sais qu'ils vont rouler 300. Pourquoi tu ralentis? Puis en plus, tu ralentis pas nécessairement dans la ligne droite où ce que tu peux te tasser. Tu ralentis juste avant le mur, la chicane qu'il faut négocier avant d'aller rencontrer le mur des champions. À ce moment-là, c'est une des parties les plus névralgiques du circuit. Il faut absolument que la voiture, si tu veux faire un temps compétitif, il faut absolument que tu montes sur le vibreur de droite pour éviter celui de gauche et réussir à aller chercher, à regagner l'accélération pour la grande ligne droite, la ligne des puits. À ce moment-là, là, si tu ralentis pas là, c'est... Surtout qu'un gars d'expérience comme Carlos Sainz ou même n'importe qui connaît un peu le circuit, tu sais que c'est pas une place où que tu veux te mettre, mais en tout cas, Carlos Sainz, c'est son erreur, il va payer pour. Après la séance de qualification, on lui a remis une pénalité de 3 places. Moi, pour ma part, et vous étiez nombreux même à me signaler la même chose sur la page F1 Podcast, que vous trouvez que ça aurait dû être même plus sévère parce qu'il n'y a pas juste ce Gasly qui a bloqué. Il a bloqué à 2 reprises. Donc, si on se fie au Grand Prix d'Espagne, Gasly a bloqué 2 fois. On lui a remis 2 pénalités de 3 places. Pour Sainz, on lui en a donné seulement une de 3 places. Donc, il va s'élancer de la 11e position. L'autre grosse mauvaise nouvelle pour Ferrari, c'est que Charles Leclerc, le coéquipier de Carlos Sainz, n'a pas réussi à sortir de Q2 pour une deuxième week-end consécutif. Même chose pour le coéquipier de Max Verstappen. Ça s'améliore vraiment pas pour Sergio Perez. Là, Perez, là, je sais que je me répète, j'en avais parlé au Grand Prix de Miami, ça serait quoi les conséquences mentales de voir son coéquipier partir 9e et venir le dépasser? Eh bien, ça se poursuit à toutes les fois. Lui, il a dit qu'il voulait se présenter à Montréal et faire un reset. C'est pas ça que s'est produit. Il a jamais été capable d'être compétitif tout au long du week-end. Montréal, c'est pas un circuit, même si on se considère urbain entre parenthèses, ce n'est pas un circuit qui a eu beaucoup de succès dans sa carrière. Ça n'a pas fait de différence par le week-end. Beaucoup de difficultés à trouver les bons réglages, beaucoup de difficultés à maîtriser les virages, à être compétitif sur un tour complet. Donc, ça s'est poursuivi. En plus, mauvaise décision. On a eu félicitations à Williams. Là, je passe du coq à l'âne, mais j'ai pas le choix. Je m'en vais là. Je vais revenir sur Perez. Mais Williams et Alex Albon ont été assez vifs d'esprit pour voir qu'il y avait une fenêtre d'opportunité durant la séance de qualification pendant la Q2 pour se présenter en piste avec les softs, les gommes tendres. Donc, quitter les pneus pluie pour aller sur les slicks. On a utilisé cette fenêtre d'opportunité-là à perfection, puis on a réussi à faire le meilleur temps dans la Q2. Donc, à ce moment-là, ça nous a garanti passer en Q3. Donc, chapeau à Albon. Il y a d'autres écuries qui ont emboîté le pas après ça de vouloir aller en soft. Ça a été une catastrophe pour Stroll qu'on n'a pas été assez vite. Stroll est allé frapper le mur. Stroll n'avait pas les bonnes gommes. Il n'a pas frappé le mur, excusez-moi, mais il a endommagé son museau avant avec un dérapage contrôlé, entre parenthèses. Et à ce moment-là, il a dû aller au puits, changer son museau, là, mettre les bons pneus. Le temps qu'il est revenu en piste, eh bien, c'était trempé. C'était plus du tout le temps d'être en gomme tendre. Donc, ça a gâché ses qualifications. Donc, il s'est fait éliminer en Q2. Même chose pour Perez. Pas eu le temps de comprendre de mettre les bons pneus soft. Il s'est promené en soft. Il est rentré en dedans. Il a voulu les intermédiaires. En tout cas, après la course, il n'a pas trop mis la faute sur Red Bull parce que je m'attendais à ce qu'il le fasse parce que ça a été dans son habitude des fois de blâmer un peu l'équipe ou de dire qu'on le favorise pas ou c'est la faute un peu à tout le monde quand il performe pas. Mais il a pas fait ça. Il a dit que c'était de sa faute parce que de toute façon, j'attendais ça de me dire s'il avait dit que c'était la faute à Red Bull, ben
tu peux être assez vocal dans une voiture pour dire, écoute, ça n'a pas de bon sens, moi je favorise les softs, un peu comme qu'est-ce qu'Albon a fait avec son écurie, de dire, on va avec les gommes tendres, puis on va chercher un temps compétitif. Eh bien, Charles Leclerc, lui, a été vocal. Lui, il a dit, pendant la séance de Q2, moi, je veux rentrer et mettre les gommes tendres. On lui a répondu, ouais, mais Verstappen est en intermédiaire. Ouais, mais moi, je pense que c'est les gommes tendres qu'il faut mettre. En tout cas, si on a pris trop de temps, par le temps que Ferrari décide de garder Charles Leclerc en piste, eh bien, Verstappen, lui, a rentré et les a mis, les gommes tendres. On n'a jamais pu s'ajouter chez Ferrari, donc ça nous a coûté. On s'est fait exclure en Q2 pour Charles Leclerc pour une deuxième week-end de course consécutive. Donc, il va s'élancer de la 10e place. Merci à la pénalité de Sainz, sinon ça aurait été de la 11e place. Donc, ce sera les deux Ferrari week-end vraiment pas souhaité. 10e et 11e pour les Ferrari. Charles Leclerc qui arbore un magnifique casque en l'honneur de Gilles Villeneuve. Malheureusement pour lui, il risque très peu de remporter le Grand Prix comme Gilles avait fait en 1978. Donc pour continuer avec le classement, Russell, on vous l'avait dit, qui est derrière Hamilton. Ocon, ensuite il est suivi par Norris. Là après ça va être Piastri qui va être là. Ça va être Albon, Leclerc. Sainz va être 11e. Il va être devant Perez qui va être 12e. Stroll 13e, des conséquences des mauvaises décisions. Magnussen, Bottas, Tsunoda, Gasly. Malheureusement, Gasly, quand même que Carlos Sainz est pénalisé, il ne gagne pas plus de position, il va s'élancer quand même très loin sur la grille de départ. Ensuite, De Vries, Sargent, et c'est Joe qui va s'élancer de la dernière place, lui qui avait eu des difficultés avec sa voiture lors de la Q1. Donc, c'est ce qui résume les séances de qualification. Qu'est-ce qu'on va voir demain au Grand Prix? Eh bien, on va voir Max Verstappen qui va être très puissant. S'il fait beau, il va avoir le droit, en plus, si jamais il y a des dépassements à faire, il est derrière les voitures, ben il se retourne dans le problème, il va avoir le DRS, donc il va pouvoir remonter, mais je pense pas qu'il va se faire déranger au départ avec une Haas à côté de lui et avec Alonso derrière. Je pense qu'il va réussir à s'en tirer, puis il devrait être capable, s'il n'y a pas de problème mécanique, puis il n'y a pas d'erreur mental, il devrait être capable de vraiment se tirer avec la victoire. Ça va être intéressant de voir combien de temps Hülkenberg va être capable de défendre ses positions. Est-ce qu'il va y réussir à aller chercher finalement un premier podium en carrière? Ça va être à surveiller. Est-ce que les Mercedes vont prendre vie sur le sec et être capables d'aller compétitionner la Aston Martin? Ça va être surtout la grosse compétition. Là, moi, c'est ce que j'appréhende. Parce que Alonso, ça lui donne, oui, il veut gagner, mais il veut surtout battre les Mercedes. Donc, ça lui donne pas vraiment grand-chose de risquer, de s'accrocher à aller chercher Verstappen, tout ça. Il va vraiment vouloir rester compétitif dans sa position, donc de garder, rester devant Lewis Hamilton et George Russell. Ensuite, on a Ocon à côté de Norris. Sainz, pas Sainz, mais Piastri va être juste derrière son coéquipier. Donc, ça va être intéressant pour les McLaren. Est-ce qu'on peut garder ces places-là? Puis surtout de surveiller Perez. Perez, là, dans la ligne droite, puis avec le DRS, il va être capable d'être très compétitif et de remonter le circuit. Donc, ça aussi, ça va être à surveiller. Donc, ça devrait nous donner un Grand Prix comme à l'habitude. Montréal nous réserve toujours des surprises. Je suis sûr que ça nous décevra pas. Donc, ne manquez pas ça. On va être de retour, nous, lundi pour continuer de discuter de ce qui s'est passé lors du week-end. On va aussi répondre à vos questions dans notre site, comme on en a l'habitude. Donc, vous pouvez nous envoyer des questions sur tout ce qui concerne la Formule 1 ou ce qui va arriver demain pendant le Grand Prix. Donc, ça va être intéressant, encore une fois, de discuter avec vous. Demain, ne manquez pas aussi, vous allez pouvoir nous envoyer vos prédictions sur qui vous pensez qui va remporter le Grand Prix de Formule 1. Ça va être intéressant de discuter de ça un peu plus tard dans la journée. Merci d'avoir été là. Merci de nous suivre sur Spotify, sur Facebook et on se revoit lundi. D'ici là, bonne course demain. J'espère qu'on va avoir un spectacle à la hauteur du circuit Gilles Villeneuve. Nouvelle de dernière minute, il faut croire que la FIA attendait la fin de l'enregistrement de F1 Podcast avant de décerner sa pile de pénalités aux pilotes. Après Carlos Sainz, qu'on vous mentionnait plus tôt, qui a été frappé de 3 places sur la grille, c'est au tour à Nico Hülkenberg de perdre sa 2e position. Malheureusement, oui, son beau travail qui va se transformer en 5e place sur la grille. C'est plutôt Fernando Alonso qui va s'élancer derrière Max Verstappen, suivi de Lewis Hamilton et son coéquipier George Russell. Il y a aussi eu, dans la pile de pénalités, il y a eu Yuki Tsunoda qui a frappé lui aussi de 3 places sur la grille pour avoir bloqué justement la Haas de Nico Hülkenberg. On a aussi puni le Canadien Lance Stroll qui va avoir 3 places lui aussi sur la grille pour avoir bloqué la Alpine de Esteban Ocon. Là, vous me posez la question sur la messagerie. Question très valable, mais malheureusement, je n'ai pas la réponse. Pourquoi Lewis Hamilton n'a-t-il pas été pénalisé lui aussi
pour avoir bloqué Lance Stroll dans l'épingle? Mais c'est une très bonne question. Malheureusement, comme je vous dis, je n'ai pas la réponse, mais je m'interroge moi aussi à ce sujet-là. Il a forcé Lance Stroll, il était dans la ligne de course, puis il a forcé Lance Stroll à faire un dépassement, et c'était dangereux aussi. Oui, c'était peut-être moins évident que les autres, mais on était quand même très sévère. On a décerné des pénalités à tout le monde. Ça soulève aussi la question, pourquoi qu'en Espagne, on n'a pas pénalisé George Russell? On est supposé traiter les pilotes de façon individuellement. Donc, même si c'est des coéquipiers, il y a même eu contact entre les deux. Là. Il a vraiment bloqué Lewis. Il y a même eu contact entre les deux. Donc, on aurait dû décerner une pénalité à George Russell en Espagne. Pourquoi qu'on ne l'a pas fait? C'est une autre bonne question que je n'ai pas la réponse, malheureusement. Mais je m'interroge, moi aussi, à ce sujet-là. Donc, peut-être qu'on va avoir plus de détails dans les prochains jours, même si j'en doute. Normalement, la FIA n'a pas l'habitude d'être très bavard sur les pénalités qu'on donne pour les expliquer, ou même sur les pénalités qu'on ne donne pas. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on va rester dans l'interrogation sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Espagne et pourquoi Lewis Hamilton n'a pas été puni pour avoir bloqué Lance Stroll dans l'épingle. Eh bien, permettez-moi de vous remettre à nouveau mes salutations et de vous souhaiter un très bon Grand Prix et un bon dimanche de course. Merci et bonne journée.